Bonjour à toutes et à tous, soyez les bienvenus sur Foot Normand, nouvel épisode de débrief ce lundi. On entame le sprint final, clairement c'est la première des 6 dernières émissions si on peut dire, autrement dit. Les choses sérieuses commencent, vous allez voir dans quelques instants que ça commence, mine de rien, à se décanter, que ce soit du côté du National 2 ou du National 3. On commence d'ailleurs cet épisode évidemment avec du N2 qu'ont fait l'US Granville et l'AF Virois ce week-end. Réponse dans quelques instants. Honneur à l'équipe la mieux classée de ce championnat, l'US Granville, qui, 24 heures après le succès de l'US Boulogne du côté du FC Borgo, avait la pression du côté du Racing Club de France. Il fallait à tout prix s'imposer pour les joueurs du duo Olivier Kaoro, Mathias Jouan. Et ça commence plutôt bien avec des Granvillais emballants et Ibrahim Fofana qui tente une frappe lobée. Première grosse situation pour les Granvillais, plutôt à l'aise dans le jeu à Boulogne-Billancourt où le match a eu lieu. On voit sur ces situations avec un jeu fluide et le gardien du Racing obligé de réussir une parade face à des Granvillais emballants qui sont toutefois face à un adversaire, quoiqu'en deuxième partie de tableau, plutôt vif, plutôt dangereux à l'image de cette frappe tentée depuis la demi-lune, Paul Rollet, et qui accompagne ce ballon hors du cadre. Les Granvillais de nouveau à l'attaque, toujours dans ce premier acte, et à nouveau une équipe du Racing qui fait front. On est à présent en deuxième période, Félix Lay et ses partenaires qui cherchent à ouvrir la marque, et cette reprise de la tête, peut-être l'une des plus grosses situations de la partie, qui n'est pas cadrée. Plus le temps passe, plus les Granvillais voient le Racing sortir de sa boîte. Ici, Paul Rollet est plutôt inspiré dans son intervention, et dans les dernières minutes, ce sont les contre-ravageurs du Racing Club de France qui font mouche. Mais par chance pour les Granvillais, les joueurs franciliens manquent de réussite. On en reste à ce score de 0-0 entre le Racing Club de France et l'US Granville. On écoute Olivier Kaoro. On a vu un très très bon match de football avec deux équipes qui se sont neutralisées pour justement ne pas prendre de but et qui offensivement ont eu peu d'occasions, mais des occasions nettes, donc des deux côtés. Donc on a vu en fait deux équipes qui cherchent à prendre des points et à rester en haut du tableau. C'est un bon point pour Granville, très clairement. Voilà, c'est pas une contre-performance, au contraire, puisque les équipes aujourd'hui en fait savent ce qu'on propose en fait comme jeu et nous attendent et mettent en place quelque chose pour nous faire déjouer. Donc je trouve que les garçons ont été généreux, il y a beaucoup de fatigue, donc c'est un excellent point. Un match nul qui ne condamne pas Granville dans ses chances d'accession, mais qui les compromet quand même assez largement. Et qu'à cela ne tienne, Granville reste en passe de réussir tout simplement la plus belle saison de son histoire. On y revient dans quelques instants. À la lecture du classement, on passe évidemment à notre deuxième pensionnaire de National 2, l'AF Virois. C'est simple, l'AF Virois ne va disputer que des finales d'ici à la fin de la saison. Si les joueurs du bocage veulent se maintenir, eh bien il faut amasser un maximum de points. Ça a commencé dès ce week-end avec la réception d'un adversaire à ne surtout pas laisser filer, Châteaubriand. On voit ça tout de suite avec Thomas Bèze. L'AF Virois, toujours en quête de points dans l'optique du maintien, reçoit les voltigeurs de Châteaubriand dans une rencontre qui s'annonce délicate. Mais ce sont bien les Virois qui vont se procurer la première occasion avec Kylian Corentin, la frappe du gauche qui passe au-dessus du but. La réaction des voltigeurs. Quelques minutes plus tard, on travaille côté droit, le ballon dans la surface de réparation, l'enchaînement est bon et c'est Louis Deschâteaux qui vient claquer ce ballon et le mettre en corner. Coup franc et le danger qui va rester dans la surface de Châteaubriand. La tête qui passe juste au-dessus. En seconde période, c'est sur corner que les joueurs de Châteaubriand vont trouver la faille avec Haribou Lee qui vient ouvrir le score. Une reprise de volée qui laisse Louis Deschâteaux impuissant. Malheureusement 1-0 pour les voltigeurs de Châteaubriand. Quelques minutes plus tard, une nouvelle attaque côté droit. C'est un 1 contre 1 dans la surface de réparation. La frappe est trop croisée. Heureusement, toujours 1-0. Evir qui va réagir, qui est mieux dans cette rencontre depuis quelques minutes. Il a cette bonne combinaison côté gauche. Le petit ballon en retrait pour Alban Bekombo qui vient égaliser. 74e minute de jeu, un partout. Et voilà un dernier quart d'heure explosif qui nous attend. Les Virois qui vient égaliser au meilleur des moments.
Quelques minutes plus tard, toujours sur le côté gauche, une nouvelle combinaison intéressante. On va mettre le ballon dans la surface de réparation. Le ballon en retrait, Anas Lamrabet. La frappe est magnifique. 90e minute de jeu. Et voilà Pierre Comte qui explose. 2-1 pour l'AF Virois. La remise est parfaite. Le contrôle, l'enchaînement. Le gardien qui est impuissant. Peut-être une dernière opportunité pour les voltigeurs de Châteaubriand avec ce ballon dans la surface de réparation. C'est capté directement par Louis Deschâteaux. Et le score ne bougera plus, on en restera là. Victoire 2-1 de l'AF Virois, une victoire précieuse. On écoute tout de suite la réaction de Cédric O'Haraud. C'est des émotions le foot, c'est pour ça qu'on fait du foot. On préfère avoir des scénarios plus simples, mais quoique, parce que l'émotion elle est vraiment magnifique. Les mecs ils ont vraiment un mental d'acier. Le but nous réveille, c'est ça qui est dingue. On n'était pas rentré dedans, on était un peu reculons. Écoute, on savoure et franchement elle fait du bien et surtout elle nous laisse en vie parce que c'est ça le plus important au-delà de gagner, c'est qu'elle nous laisse en vie. Donc on ira un gros match à Dinan la semaine prochaine, on va savourer parce que c'est pas si souvent et en plus à domicile le scénario c'est magnifique. Et oui, le fantastique succès de l'AF Virois, beaucoup de suspense, beaucoup d'émotions, mais les Virois sont encore et toujours en vie dans ce championnat. Ils s'accrochent, c'est le moins qu'on puisse dire. Et voici pour vous les conséquences au classement sur ce succès virois et évidemment une projection vers la semaine prochaine qui sera également très importante pour les Bocains. Dans la première partie du tableau, l'US Boulogne confortablement en tête avec 47 points au compteur. Les Boulonnais lancés à toute vitesse vers le national. L'US Granville fait malgré tout un solide deuxième. Ce qui nous intéresse évidemment, c'est la deuxième partie du tableau où l'AF Virois reste certes 12e du classement. Mais les Virois ne sont plus qu'à 3 points de Châteaubriand. L'équipe 9e est potentielle première non relégable. Il y aura un match très important contre Dinan, Léon, la semaine prochaine pour les Virois, une équipe de Dinan qui vient de s'incliner 7-0 du côté de Beauvais. L'US Granville affrontera l'équipe de Saint-Malo dans le derby des Corsaires, toujours très attendu. C'est la fin de cette partie National 2. Ce que je vous propose, c'est de basculer tout de suite du côté du National 3. Et le National 3, on vous en a donné un sérieux avant-goût hier soir sur nos différents réseaux sociaux avec la sortie d'un grand format, d'un inside tout simplement de l'US Alençon qui se déplaçait du côté de l'AS Chatou. C'était le choc du week-end. On vous l'a proposé évidemment en long format. On y revient effectivement ici dans ce débrief pour voir ce qui s'est passé entre les deux pensionnaires du podium. Deux pensionnaires du podium qui s'affrontent évidemment. L'ambition est de venir titiller un tant soit peu l'AS Villers-Houlgat appelé à défier Saint-Lô. Plus tard dans la journée, ça va plutôt bien commencer pour l'AS Chatou. Dès la 4e minute, ce duel de numéro 3 vient tourner à l'avantage de l'AS Chatou. Faute de Joachim Lepage dans la surface de réparation. Et pénalty à suivre pour les joueurs franciliens. Et dans cet exercice, malgré le bon plongeon de Romain Anquincan, chez les Bindika, Ndala parvient à mettre son équipe devant. Donc dès la 4e minute, ça commence mal pour l'US Alençon, mais on se redresse bien du côté des hommes de Vincent Legnaud. Et à l'arrivée, assez logiquement, à la 26e minute, d'un joli coup de casque, Hakim El Amdaoui vient inscrire son 14e but de la saison et remettre assez logiquement, encore une fois, les Ornais à flot. On est désormais en deuxième période, les joueurs d'Alençon qui vont plutôt bien commencer le deuxième acte avec cette frappe monstrueuse d'Hakim El Amdaoui et cette parade de Ryan Nomertin, le portier de Chatou, tout aussi belle. Alençon qui a des situations dans ce début de deuxième période et qui va se faire piéger sur l'une des premières sorties de Chatou dans son camp avec Sadio Silla, sorti du banc, 62e minute. La punition pour Romain Quincan et ses partenaires, 2-1 pour l'AS Chatou. Ce but qui va complètement contrarier les visiteurs avec très rapidement derrière le 3e but, celui du break, celui de la victoire définitive, Soki Katende, qui permet à l'ASC de conquérir une victoire précieuse dans les derniers instants. Hakim El Amdaoui va de nouveau buter sur l'excellent Ryan Nomertin. Rien n'y fait, l'US Alençon n'était pas en réussite et que s'incline 3-1. Je vous propose tout de suite d'écouter le constat lucide de l'entraîneur Vincent Legnaud. Moi je dis qu'en fait on sort du match aujourd'hui, on se dit Alençon a gagné le match, c'est pas scandaleux. On se dit il y a eu un nul, c'est pas scandaleux. On dit Chatou a gagné, c'est pas scandaleux. Donc ça reste un match de football. Je regrette pas du tout ce qu'on a proposé aujourd'hui. Voilà, on a perdu. Ça fait partie un petit peu du football. Il faut savoir aussi accepter de perdre quand dans les surfaces de vérité ton adversaire est plus fort que toi. Et puis il faut surtout rien lâcher. Il reste 5 matchs. Donc on va pas lâcher. On a un pot de job à aller chercher. On ira le chercher.
et il faut que les garçons, il y aura automatiquement une grosse déception pendant 48 heures, c'est sûr que ça va être très dur, mais le championnat est encore là, et il y a des points à prendre, il faut toujours continuer à y chercher les points. Ouais, l'US Alençon qui a perdu un match d'importance, l'AS Chatou, on le verra, qui a mis la pression avant le déplacement de Saint-Lô du côté de l'AS Villers-Houlgate, justement sur l'AS VH. Si vous voulez voir davantage d'éléments de ce déplacement de l'US Alençon à l'AS Chatou, rendez-vous sur footnormand.fr et vous trouverez forcément cet inside en intégralité. On passe à la suite de cette 21e journée. On redescend un petit peu dans le classement, direction la lutte pour le maintien avec le derby de Caen et la réception par l'AG Caen de Félix Legras de la réserve du Stade Malherbe. Il n'y a guère plus vraiment de temps pour l'AG Caen. Il reste 6 matchs pour aller se sauver et dès les premières minutes de ce derby, Michael Fati donne le ton en s'échappant dans le dos de la défense malherbiste. Malheureusement pour l'ancien buteur de l'AS Cherbourg, il se fait rattraper, mais ce ne sera que partie remise. Le bijou de cette partie va être inscrit par Tidiam Gomis à la 22e minute. Superbe frappe en pleine lucarne du joueur pressenti pour partir du côté du Bayer Leverkusen. Le Stade Malherbe qui fait mal sur cette frappe violente dès la 22e minute. Pascal Michelizzi qui ne peut rien, mais derrière on ne va pas douter très longtemps du côté de l'AG Caen avec à nouveau Michael Fati dans ses œuvres. Cette fois-ci ça va au fond, 25e minute. Le transfuge de Dieppe l'été dernier qui réussit à ramener son équipe à flot. On le rappelle, cette équipe cannaise est désormais coachée par Félix Legras, intérimaire à la tête de la formation de l'avant-garde, et la fin de la première période qui va être nettement en faveur d'Arthur Maru et de ses partenaires. Cette frappe ici vient contraindre le portier canet destiné Jopangui à une parade et les situations qui vont s'enchaîner. On est désormais en deuxième période, la parade de Pascal Michelizzi pour préserver le score. Alors que les joueurs de l'avant-garde ont réussi une belle fin de première période, ils vont souffrir tout au long de la deuxième. Sauf que malheureusement pour les joueurs de Sébastien Bagné, la réussite n'est pas là. Et à nouveau Michelizzi qui fait des merveilles. Vous voyez le nombre de situations qui s'enchaînent sur les cages de l'avant-garde. On arrive dans le temps additionnel, il y a la possibilité, pourquoi pas, de venir apporter à nouveau le danger. Il y a cette faute suite à cette incursion dans la surface de réparation, l'arbitre n'hésite pas. C'est un penalty au début du temps additionnel que va transformer Michael Fati. 90e minute, la victoire qui va revenir à l'AG Caen, la victoire de l'espoir évidemment, et le superbe coup qui va être réussi par Félix Legras après avoir perdu du côté de l'US Alençon. L'intérimaire glane sa première victoire dès sa première sortie à domicile. Et c'est la victoire évidemment de l'espoir pour l'AG Caen. Thomas Bèze était présent sur place, il a rencontré les deux entraîneurs, voici ce que ces derniers avaient à nous dire. Ça fait du bien parce qu'on a été chercher avec les tripes, faut être honnête, en deuxième mi-temps on a eu beaucoup de difficultés, parce qu'ils nous ont fait courir et on a eu du mal à récupérer le ballon, on a aussi du mal sur nos transitions à mettre des temps de conserve pour pouvoir respirer un petit peu. La deuxième mi-temps est très difficile, mais au mental, j'ai dit aux gars, on va en avoir une, il va falloir la saisir. Et c'est ce qui s'est passé, donc c'est bien, c'est des victoires qui font du bien au moral, au mental. Je pense qu'on a bien dominé les débats, notamment sur la deuxième mi-temps. Malheureusement, on est sanctionné comme ça sur une faute bête, alors qu'on a beaucoup de situations. On ouvre le score et on prend un but très rapidement sur une situation facile à lire. Voilà, mais après, on n'a pas baissé la tête, on a fait le maximum. Les joueurs ont été dans la maîtrise du jeu et ont été vers l'avant. J'ai trouvé une bonne générosité. Maintenant, c'est le football, c'est la réussite, c'est vraiment très dur, à chaud. Mais voilà, c'est à nous de mettre les occasions, à nous de mettre les situations. Malheureusement, on les a pas mises. Et vous l'avez peut-être vu dès hier sur notre site internet, Sébastien Bagné n'est plus l'entraîneur de la réserve du SM Caen. Il rejoint Aziz Benaskar du côté du club de Wydad. On reste dans la lutte pour le maintien. Thomas Bèze s'est penché sur la rencontre du week-end entre un CMS Ouassel en besoin de points et un FUDIF Cabourg qui, au fil des semaines, est de moins en moins concerné par cette lutte. Le CMS Ouassel qui reçoit le SUDIF Cabourg, une équipe qui reste sur 4 victoires consécutives. Et deux formations qui luttent encore pour le maintien mais qui ont leur destin entre leurs mains. Ce sont les locaux qui vont donner le coup d'envoi de la rencontre. Mais c'est Div qui va se procurer la première occasion avec cette frappe dans la surface de réparation qui frôle le cadre.
La réaction de Wassel avec cette erreur de dégagement. Le ballon qui traîne dans la surface de réparation. La frappe qui est repoussée par Maxime Verrier. Et c'est sur coup de pied arrêté qu'on trouve Idrissa Seydi à la 45e minute de jeu pour l'ouverture du score. Un coup franc déposé et Idrissa Seydi qui s'est libéré de tout marquage et qui n'a plus qu'à conclure. Wassel qui va réagir en seconde période avec ce bel enchaînement, le ballon dans la surface de réparation, la frappe qui passe juste au-dessus, c'est détourné une nouvelle fois par Maxime Verrier. Le ballon qui est remis dans la surface de réparation. Wassel qui continue d'attaquer, le ballon qui est mal dégagé, c'est Jason Gibbon qui vient surgir et reprendre ce ballon d'une demi-volée imparable. Égalisation, 72e minute de jeu. On va revoir le but magnifique de l'attaquant de Wassel. Quelques minutes plus tard, on joue les derniers instants de la rencontre. Il y a cet accrochage dans la surface et le pénalty qui est désigné. Idrissa Seydi qui a le ballon du doublé. Il s'élance, il transforme, c'est imparable. 87e minute de jeu. Div qui repasse devant. On va revoir ce but, une frappe dans la lucarne. Il y aura une réaction tout de suite sur l'engagement. Wassel qui va se porter à l'attaque avec ce long ballon devant. La défense qui se dégage très mal. On réclame une faute mais rien semble-t-il. Et c'est une frappe qui est détournée. Il y aura peut-être une dernière opportunité pour Div de se mettre à l'abri. Le bon décalage. La frappe non. La feinte c'est récupéré. Wassel qui récupère, qui va écarter le danger. Et on en restera là. Victoire 2-1, une précieuse victoire pour Div Cabourg qui se rapproche du maintien. On écoute tout de suite la réaction de Théo Becherel. Match ultra difficile. Je pense qu'on s'en sort très très bien. On a de la chance, faut le dire. Ils ont plus le ballon que nous. On subit, on défend bien ensemble. Donc ça c'est quand même très positif de bien défendre ensemble. Faut le dire. Mais on s'en sort sur des petits détails. Hein. On arrive à avoir un péno, coup de pied arrêté, on marque. Donc voilà. Un peu de réussite aujourd'hui, on la prend. Il y a des fois où on l'a pas eu et c'était vraiment dommage. Mais là on la prend. Ça sourit bien. Ouais, il va falloir se battre pour le CMS Wassel et vite relever la tête. Il reste 5 journées pour tout simplement ne pas se faire aspirer par la zone rouge. On en vient à un duel entre le FC Dieppe et le FC Flers. Un FC Dieppe à la recherche de certitude contre un FC Flers qui s'est rassuré ces dernières semaines. Le FC Flers qui a l'occasion de s'écarter de la zone dangereuse de relégation se déplace chez le FC Dieppe qui n'a pas gagné depuis le 20 janvier dernier face à l'AGCAN. Et c'est Quentin Stoclet qui se procure la première occasion de frappe, même si c'est au-dessus. Corner pour Flers, la tête est croisée, c'est magnifique. 12e minute de jeu, Kwasi Dayaro qui ouvre le score. On revoit le but au ralenti, la tête est parfaite, mais l'absence de marquage interroge dans la surface de réparation diepoise. Flers qui a l'occasion de mettre le deuxième but, mais cette frappe est bien détournée par le gardien. La réaction avec Quentin Stoclet côté droit qui centre et qui trouve Rémi Chambard. Égalisation, 42e minute de jeu. Le buteur diepois qui peut remercier son coéquipier pour la passe décisive. Et les deux n'ont pas fini de faire souffrir la défense flérienne. Au retour des vestiaires, toujours Quentin Stoclet qui s'emmène parfaitement le ballon d'un geste technique magnifique. Le centre, c'est coupé au premier poteau par Rémi Chambard. 2-1 et un doublé pour le numéro 10 diepois. Le duo fonctionne très très bien. Il est le premier sur le ballon, il devance son défenseur. Dieppe qui va continuer d'attaquer. Quelques minutes plus tard, on retrouve Quentin Stoclet. La déviation est magnifique. Il y a un 1 contre 1 à jouer. Et c'est le but, Salim Diaby, 55e minute de jeu, 3 minutes après le 2-1. Et ben ça fait 3-1. Et c'est un triplé de passes décisives pour Quentin Stoclet. Une rencontre XXL pour le numéro 7 diepois. Flers qui va continuer d'attaquer avec ce ballon dans la surface de réparation. Il y a accrochage et c'est penalty. Dernier défenseur, Alexandre Borja qui va être expulsé. Le FC Dieppe qui va donc terminer la rencontre à 10.
Valentin Aumont va s'élancer pour réduire le score et redonner peut-être un espoir à Flers. Il trompe parfaitement le gardien. 86e minute de jeu, une fin de match qui promet d'être crispante pour les Diepois. Le danger une nouvelle fois dans la surface diepoise. On joue les dernières minutes avec cette frappe qui est contrée une première fois, une deuxième fois. Mais on en restera là. Victoire 3-2 du FC Dieppe. On écoute la réaction du double buteur Rémi Chombard. On a le don pour se mettre un peu dans la merde avec le coup de pied arrêté. Après on court après un score et ouais, on n'y était pas, on courait beaucoup dans le vide. Et on n'était pas ensemble et ouais, on est passé à côté de notre mi-temps quand même. Une meilleure deuxième, après on marque tôt en deuxième mi-temps, donc ça aide. Ça aide 53 et 55, ouais. 53 et 55. Ouais, c'est ça, on marque assez tôt dans la deuxième mi-temps, donc ça nous aide à continuer d'avancer en deuxième mi-temps, pas trop reculer, et ça nous donne de la confiance. Et forcément, ça nous donne aussi des cannes. La victoire du FC Dieppe qui fait évidemment beaucoup de bien à Guillaume Gonel et à ses joueurs. Du côté du FC Flers, il n'y a pas péril en la demeure, mais Tony Rouillon et ses joueurs vont devoir, d'ici les prochaines semaines, grappiller les derniers points nécessaires à la validation du maintien. Donc une fin de saison à suspense dans l'Orne. On en vient à la rencontre que vous attendiez certainement, puisque l'AS Chatou s'est imposé contre l'US Alençon. Que s'est-il passé pour le leader l'AS Villers-Houlgat? Est-ce que les joueurs de la Côte-Fleurie ont maintenu leur avance sur leurs poursuivants? Ils recevaient ce week-end le FC Saint-Lô. L'objectif du FC Saint-Lô, venir secouer le sprint final et causer quelques soucis à l'AS Villers-Houlgat, mais le début de match est à mettre au crédit des locaux, même si derrière le FC Saint-Lô va proposer une belle première période avec des occasions qui vont s'enchaîner. La partie est plaisante. Adilitous ici qui distille un ballon, ça n'est pas cadré malheureusement pour l'AS Villers-Houlgat. On se bat comme un beau diable aux avant-postes du côté de Tony Lambard qui bute sur Gaëtan Boiroux. C'est la première grosse situation pour l'attaquant historique du FC Saint-Lô qui derrière va réussir à trouver le chemin défilé à la 30e minute d'une belle frappe du droit. Le FC Saint-Lô qui crée la surprise en début de deuxième période, qui manque le but du break sur cette grosse occasion. Belle sortie de Boiroux. On peut avoir des regrets du côté du FC Saint-Lô parce que peu après l'heure de jeu, Kevin Goba va au bout de son idée et permet, lui le meilleur buteur de son club, de revenir à hauteur. Kevin Goba qui va passer tout près d'être le héros du jour avec ce superbe coup franc qui malheureusement vient mourir sur le cadre. C'eût été l'un des plus beaux buts depuis le début de la saison. On va en rester là malgré cette ultime occasion. Un partout entre Villers-Houlgat et le FC Saint-Lô. Le match nul donc entre l'AS Villers-Houlgat et cette coriace formation du FC Saint-Lô-Manche. La donne est simple désormais, il n'y a qu'un petit matelas d'avance entre l'AS Villers-Houlgat et son poursuivant l'AS Chatou. On voit tout ça en détail dans la fin de cette émission avec le classement détaillé à l'issue de cette 21e journée. On en arrive à nouveau à un duel pour le maintien, un duel d'importance, le duel de la dernière chance certainement entre l'équipe des Mureaux et la réserve de Queville, Rouen Métropole. Pas d'image malheureusement à vous montrer de ce duel d'importance, si ce n'est de vous dire que l'OFC Les Mureaux a remporté le match de l'espoir 3-1. Voilà la course au maintien relancée dans le bas du tableau. Et on en vient au dernier match de ce débrief, le déplacement de la SPTT Caen du côté de la réserve du Havre. L'objectif pour les hommes de Laurent Dufour, atteindre la barre des 17 matchs sans défaite en championnat. Les jeunes joueurs de la réserve du Havre accueillent tout simplement la meilleure équipe de National 3 Normandie ces dernières semaines. Une équipe invaincue depuis 17 matchs, la SPTT Caen de Laurent Dufour. Mais ce sont les Bleus et Marines qui débutent le mieux la rencontre avec cette combinaison. Ce jeu déployé côté droit, ce jeu A3, très belle combinaison. On retrouve Mokran Bentoumi qui resserre son latéral. Mokran Bentoumi dans la surface de réparation, il prend son temps et il ouvre le score. 8e minute de jeu. Et Kini Renard qui est déjà trompé par ce jeune joueur de 18 ans. 1-0 pour la réserve du Havre. Voilà de quoi lancer les hostilités. La réponse avec la récupération, mais attention la défense des PTT qui se fait bouger, le ballon dans la surface de réparation, la frappe est trop croisée. Le Havre qui continue d'attaquer avec ce nouveau ballon en profondeur, la sortie de Kenny Renard une première fois, deuxième sortie et une faute. Un coup franc dangereux
pour le Havre. Le ballon qui est déposé dans la surface de réparation, ça tergiverse un petit peu. Et le ballon qui sera finalement dégagé en corner. En seconde période, les PTT montrent un nouveau visage avec ce centre. Cette tête du capitaine Léo Hamel, 49e minute de jeu, égalisation. Les deux équipes de retour dos à dos. Et la SPTT Caen qui va continuer d'attaquer. 51e minute de jeu, cette frappe qui est détournée par le gardien. Le danger qui n'est pas totalement écarté. Et le Havre qui va une nouvelle fois montrer une bonne combinaison. Mais c'est la claquette de Kenny Renard magnifique pour détourner ce ballon. On attaque toujours côté gauche. Le ballon dans la surface de réparation. Le petit ballon en retrait. Et voilà Yoni Gomis qui redonne l'avantage au Havre à la 81e minute de jeu. Une défense caennaise un petit peu passive sur le coup. Et les jeunes Hackmen qui repassent devant. Quelques minutes plus tard, il y a cette nouvelle récupération, toujours côté gauche. Un côté qui fait mal à la défense caennaise. Cette frappe croisée est magnifique. 90e minute, Amadou Samoura qui vient donner 2 buts d'avance à la réserve du Havre. Le score ne bougera plus, victoire 3-1. Et c'est donc la fin d'une série de 17 matchs sans défaite pour la SPTT Caen. Fin de série, mais quelle série proposée par Laurent Dufour et ses joueurs évidemment. On ne peut que les féliciter pour cette longue période d'invincibilité et belle opération réalisée mine de rien par la réserve du Havre. Ce que je vous propose, c'est de découvrir tout de suite le bilan de cette 21e journée, le classement et la projection sur la future journée qui sera jouée dès la semaine prochaine. Qui sont les gagnants, qui sont les perdants à l'issue de cette 21e journée? Ça se resserre en haut du classement. Villers-Houlgate 42 points, la Château 2e 41 points. L'US Alençon fait la mauvaise opération du week-end et accuse désormais 5 points de retard sur la tête du classement à 5 journées de la fin. Derrière, eh bien, on a calé du côté de la SPTT Caen. Victoire pour le US UDIF Cabourg et le FC Dieppe qui consolident leur présence dans la première moitié du tableau. La deuxième partie de classement avec la réserve du Havre qui se rapproche de celle du Stade Malherbe. Le FC Flers rétrograde en 10e position. Ça reste juste pour le SMS Wassel, premier non relégable. Les derniers sont toujours l'OFC Les Mureaux, la réserve de QRM et la Caen qui malgré tout a fait un joli bond en avant ce week-end en s'imposant contre le Stade Malherbe. Journée 22, la semaine prochaine, l'AS Château sera justement au défi du Stade Malherbe de Caen. Dans le même temps, le FC Flers recevra la réserve du Havre, Saint-Lô, défi Wassel. La Caen passe un test du côté du SUDIF Cabourg. Le choc du week-end, la SPTT Caen qui va tenter de se relever en contrariant le leader, l'AS Villers-Houlgate. Alençon enchaîne un nouveau déplacement, cette fois-ci du côté de la réserve de QRM. Le FC Dieppe est en déplacement de son côté, du côté de l'OFC Les Mureaux. Et bien voilà, on a été complet, presque complet évidemment. Il faut maintenant scruter ce qu'il s'est passé du côté des buteurs, le classement des meilleurs artilleurs de ce championnat. Le classement des buteurs et beaucoup de joueurs présents dans le top 10 qui ont scoré ce week-end, à commencer par Hakim El Hamdaoui, désormais auteur de 14 buts cette saison, Michael Fati, auteur d'un doublé, et désormais le deuxième homme aux côtés de Cheikhni Traoré, de Kevin Gova, nouveau buteur, Tony Lambard, Demba Dia, Matteo Mendy sont également toujours au rendez-vous avec 9 buts chacun. Et on en est arrivé donc à la fin de cet épisode du débrief. Il va en rester 5 désormais. Quand on parle de sprint final, on ne peut pas se tromper, on ne peut pas mieux qualifier justement la période dans laquelle on est rentré. Les choses sérieuses qui vont commencer, les luttes qui vont s'intensifier. On a vraiment hâte de vous proposer la fin de ce championnat dans ce débrief. Il y aura beaucoup de choses, D'ici un mois, une semaine, le championnat sera terminé. Mais d'ici là, il y aura beaucoup de choses à découvrir sur le débrief. Restez donc bien connectés à footnormand.fr. Remerciements comme d'habitude à toutes les personnes qui nous ont aidés de près ou de loin à constituer cet épisode. Remerciements à Thomas Bèze plus particulièrement. On se retrouve dès la semaine prochaine pour un épisode qu'on espère tout aussi exceptionnel que celui-ci. D'ici là, vous connaissez l'adage, prenez soin de vous. Allez, salut!